Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Dans cette vidéo, je vous montre une intervention sur une centrale frigorifique. Donc il faut savoir que lorsqu'on a fait la formation de monteur dépanneur frigoriste à l'AFPA, eh bien, on ne travaille pas vraiment sur ce type d'intervention. C'est une intervention assez lourde. Lourde, c'est-à-dire dans le sens où si vous faites des erreurs, les conséquences peuvent être graves, parce que c'est sur une machine qui est en production. Donc lorsqu'il y a une centrale froide, il y a quand même pas mal de chambres froides derrière. Donc l'intervention qu'il y aura sur cette centrale, donc au début je fais les recherches de fuite, et le collègue qui est spécialisé en froid commercial va intervenir sur la centrale et plus particulièrement sur la partie liquide, c'est-à-dire la bouteille liquide, la ligne liquide, pour pouvoir réparer les fuites, car il y a des fuites sur cette partie-là. Et le problème de cette partie-là, c'est que si on a une fuite sur la bouteille, eh bien, obligatoirement on ne peut pas ramener le fluide à la bouteille. Donc je vous montrerai comment on a fait pour virer le fluide de la bouteille sans devoir récupérer toute la charge de l'installation qui à la base doit faire à peu près 90 kg. Donc voilà, donc c'est une opération quand même qui est extrêmement délicate, délicate dans le sens où vous pouvez exploser le condenseur et détruire la machine. Donc là pas bon, donc c'est vraiment quelque chose avant de se lancer dans ce genre d'intervention qu'il faut maîtriser absolument. Je veux dire par là qu'on n'y va pas comme ça sans une très grosse préparation, car les conséquences peuvent être cataclysmiques. Donc voilà, donc ça c'est une méthode. Il y a probablement d'autres manières d'opérer. Donc cette vidéo est juste là pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être une intervention sur une centrale froid et de la difficulté qu'il peut y avoir à intervenir sur ce genre de machine, sachant que les chambres froides sont pleines et que l'intervention doit pas durer trop longtemps et bien sûr qu'il ne faut pas se planter parce qu'une centrale froide, ça se change pas comme ça. Putain. Voilà, au rapport. Là, c'est tout gras, tu vois quand ça brille comme ça là. Même tout ça là, quand ça brille là. Ouais, ça, on sent que c'est un peu gras, ouais. J'allais l'exercer, ouais. Là, ouais, c'est grassouillé, ouais. Le problème, c'est ici là. Ça, c'est plus chiant. T'as une fuite là aussi là? Sur le voyant de la bouteille. Ouais, mais tu vois là. Ouais, mais là, ouais, c'est chaud là. Et là, faut vider la bouteille. Et là, tu vois, ce qui m'étonne un peu, c'est que la centrale, elle a 1 an quoi. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est du transport ça? Ouais, c'est du propre, ouais. Ah ouais? À ce point? Attends. Donc là, il y a une pâte qui est pas trop étanche. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est quand j'ai fait ma formation là, de monteur de dépanneur frigoriste, ils mettaient on mettait des joints en cuivre, là, je sais pas comment t'appelles ça là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là c'est le filtrage qui fait l'étanchéité. D'accord. Tu mets du téflon, ouais. C'est du téflon et de la pâte bleue. Et ça marche bien ça? Et ça après c'est plus merder. Putain, là il y a 2 fuites déjà. Ouais, là, il en manque, mais pas énorme quand même, parce que là, tu le voyant tout à l'heure, il était plein. Non, mais il se vide, il se remplit. Quand le ventilo s'allume, il se vide. Pas beaucoup là. Mais bon, on va voir. Après, il faut voir la proprio qu'ils ont mis, parce qu'elle est vicieuse celle-là. D'accord. Et là, le voyant, là, il est tout en bas, là. Ça veut dire que techniquement, il devrait être tout en haut, le voyant, là. D'accord. Si, il y a... tu vois, quand il clignote plusieurs fois comme ça, là, c'est qu'il nettoie, là. D'accord. Normalement, il fait qu'un bip de temps en temps. D'accord. Donc ça veut dire que le niveau, il serait là, quoi. Non, ça, c'est pas savoir. Il faut pas savoir? Non. Il faut la quitter? Il a un défaut, c'est qu'il est en dessous, c'est qu'il détecte plus le fréon. D'accord. C'est qu'il est minimum là. Il le voit plus. D'accord. Il le voit plus, là. D'accord. Il voit plus le fréon, c'est pour ça qu'il putain, quoi, de fuite, quoi. Le complément de charge pour remettre la bille, donc la bille du bas, là, le premier voyant de niveau de la bouteille en haut, a été de 20 kg de fluide.
parce qu'avec le vent, c'est pas évident quoi. Bon, des fois, c'est vrai, mais ça se dépasse. C'est un peu vide qui passe. C'est un peu bizarre, mais. C'est-à-dire que la bouteille est dégazée, il y a peut-être plus assez de pression pour que ça sorte. Intéressant ça. C'est pas du gras, c'est pas du. D'accord, donc ça c'est de l'huile ça ici là. Ouais, Donc ça serait à quel niveau là? Au niveau de la vanne de service? Celui-là, là. C'est au niveau du... Là, celui-là, là. Ouais, ok, ouais. C'est ça. Ouais, mais là... C'est la pâte encore. Ouais, mais là, si je comprends pas, c'est pourquoi alors... les mecs, ils changent pas leur produit, là. Parce que là, tu dois... Quelque part, si tu ouvres là, t'es... Parce que là, t'es sur l'HP en plus, là. Ouais, ça fait quelques fois, là. Ça fait... J'ai déjà fait quelques centrales pour remplacer tout ce Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la limite, là, il faut changer tous les joints, là. C'est pas des joints, c'est des rapports à tester, pour mettre de la pâte bleue et du techno. Parce que moi j'avais un formateur, il nous disait que la pâte bleue, c'est de la merde. Il mettait jamais de pâte bleue, je parle sur les centrales, pas sur les centrales, sur les chambres froides classiques, positives. Il mettait pas de pâte bleue, il mettait les raccords coniques, sinon il mettait les joints cubrés là, les intercalaires là. Là t'as rien. Là t'as rien, ok. C'est deux filetages. D'accord, c'est pas conique, c'est rien, c'est deux filetages, ok. C'est deux filetages qu'il faut étacher. D'accord. Ils mettent la pâte soit mise à étage, mais c'est de la merde. D'accord. Ça fait 3-4 ans qu'ils mettent cette pâte là, avec des fuites partout sur les centrales. Centrale neuve, à chaque fois tu peux. D'accord, ok. Y aller, ça te prend un petit. D'accord. Parce que là on voit donc silice, veut dire qu'il n'y aurait pas d'huile. Et là avec l'humidité, comme un peu d'huile, ça fait des gouttelettes. C'est bon à savoir ça. Bon après ça c'est une imitation. Oui, il faut contrôler, oui. Si on détecte comme ça, on fait du presto pour être sûr. Donc là pour cette centrale, comme elle pisse là, comme on est obligé de vider l'HP pour la bouteille, autant changer tous les joints des raccords filetés quoi. D'accord. Pour le refoulement, il n'y a pas de question. Ça c'est une bouteille de 100 litres, donc tu prends la contenance et tu rajoutes un tiers plus le réseau quoi, pour faire la bonne charge. Donc ça fait 100 litres, un tiers ça fait 130 kg quoi. Bon en général quand tu as des voyants dessus, tu charges au premier voyant, dès qu'il oscille plus, tu la charge. D'accord, c'est ça la technique, tu vas pas jusqu'en haut quoi. Ah non. Si tu peux, mais bon c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Tu as une fuite, tu perds. D'accord. Le temps que ça arrive ici, que tu vois que ça manque de gaz. D'accord. Donc toi la technique, c'est remplir jusqu'à ici là, voilà, en fonctionnement quoi. Ok. Voilà. Et comme ça s'il y a une fuite au moins tu limites la casse quoi. Et donc là. La bouteille faut pas la remplir entièrement. Ouais, j'ai compris ouais. Après quand tu vas repomper, chambre froide. D'accord. Tu vas être sur pression en HP et ta soupape va cracher, tu vas perdre tout ton gaz. Donc toi à l'œil là tu dirais 140 kg là. Bon à mon avis il y a minimum 5 kg. Bon je vais aller voir ça, je vais chercher la doc. Ok. Minimum. Donc là on a un testeur là, donc là tout à l'heure ça bipait, là ça bipe pas, donc on voit l'intérêt d'avoir une fuite étalon hein, pour contrôler sa machine, hein. Donc cette machine là elle vaut rien quoi, elle est morte. Allez, à la poubelle. Donc là on voit rien quoi, la boussole. Mais il y en a qui l'aiment pas cette mousse là, parce qu'elle est trop épaisse. Il y en a qui l'aiment pas cette mousse parce qu'elle est trop épaisse, que là tu vois rien du tout là. Pourtant c'est grasseux. On va essayer l'autre. Parce que t'as la mousse, c'est pas de la mousse, tu sais, c'est juste des petites bulles. Là franchement. Ouais, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si elle est pas dessous. Non, même pas dessous. Non mais dessous on voit rien. Quoique, on voit une toute petite bulle. Ouais si on voit une micro-bulle mais c'est inexploitable ça. Avec le vent et tout. Ah si on la voit. Hein. On la voit mais elle est. C'est des minuscules fuites quand même. Ouais mais une minuscule fuite, 24 h sur 24 ça te vide une installation quoi. Regarde, il y a la graisse là, c'est graisseux là. Non mais là quand je suis là comme c'est un endroit protégé, et ben il y avait de l'huile, c'était gras. Donc là quand t'as bon c'est gras c'est qu'il y a une fuite. Il faut pas batailler. Donc on va essayer l'autre là. Parce que l'autre a l'air d'être plus importante encore, parce qu'il y avait carrément des gouttes d'huile. Tu vois ton détecteur là, il sert à rien du tout hein. Ouais. Là je vais mettre du bulle. Vas-y mets du bulle. On met de la mousse hein. Au niveau du raccord.
C'est minime, hein. Ouais, c'est minime, mais c'est Ouais, gras, hein. c'est fort. C'est gras. Parce qu'après, quand tu vois des grosses bulles, c'est vrai que tu as la Ouais. méga fuite. Hein. C'est-à-dire que Ouais, tout à fait, ouais. tu perds l'installation Et là, quand en même, quelques quoi, jours. Hein. Il faut se fier à quoi, bordel de Eh ben, il faut se fier avec un bon détecteur, comme le gars de ce matin. Voilà. Donc là, on voit le. Non, mais là, on voit c'est gras. Hein. On l'a vu. Hein. C'est tout gras. Même ce matin, j'ai sorti de l'huile. Tu vois, c'est gras. Regarde. Tu vois l'huile. Je l'ai senti. Tu vois l'huile, ça, c'est de l'huile, ça. Là, on le voit pas trop. C'est un truc de fou quand même. Alors bien sûr, il y avait d'autres fuites, hein, comme on peut le voir sur cet évaporateur. On voit qu'au niveau de l'écrou, donc de la ligne liquide, eh bien, le détecteur trouve une fuite. Donc là, il a fallu resserrer. Là, on peut voir que le détecteur affiche un voyant orange, donc il détecte une fuite du fluide. Et là, on voit que c'est sur le collecteur de l'aspiration qu'il y a un shredder. Et donc, on voit que les fuyards et que le bouchon shredder est mal serré, on l'a resserré. On peut voir sur cet écrou de Dujon qui est raccordé sur l'entrée liquide du détendeur. Donc on peut voir au presto bulle donc les fuites qu'il y a sur le détendeur. Donc là, resserrage. Donc une bouteille de presto bulle, c'est avec ça qu'on recherche les fuites. C'est un produit qui est très connu dans le milieu du froid. Sur cette photo, on peut voir la vanne de service qu'il y a donc sur le filtre déshydrateur. Donc on le voit sur la petite photo en haut à gauche. C'est le filtre qu'il y a en sortie bouteille liquide de la centrale froid. Donc on voit que entre le filtre et la vanne de service, il y a une petite patte de couleur jaune. Donc c'est avec ça que on a réparé, qu'on a changé tous les joints sur filetage, c'est-à-dire tous les joints qui ne sont pas coniques. Donc je rappelle qu'en froid, donc je vais me le rappeler à moi-même aussi, hein, ça va me faire réviser, il y a les raccords à visser FLAR ou SAE. Avec ces raccords, l'étanchéité s'obtient par écrasement d'une partie tendre, c'est-à-dire le cuivre recuit, entre deux parties dures, le laiton. Donc lorsqu'il y a un montage laiton-laiton, il faut placer un joint intercalaire en cuivre entre les deux parties. Après, vous avez les raccords à visser mixtes type FLAR et Briggs. Et là, on peut le voir sur mon problème de fuite. J'ai des fuites sur les raccords Briggs. Donc, pour faire l'étanchéité avec des raccords type Briggs, donc sur les bouquins, ils parlent de Briggs conique. Il faut utiliser avant l'assemblage. Donc, il faut dégraisser de filetage classique. Mais il faut utiliser du téflon ou de la pâte, comme ce que j'ai utilisé sur ce montage là. En réalité c'est un collègue qui l'a fait car la machine était sous garantie par l'installateur. On a utilisé du téflon ruban et du téflon pâte. Sur cette photo on peut voir le filetage de la bouteille. Ici on peut voir qu'on a changé donc le joint, on a refait le joint donc du bouchon de la bouteille et de la soupape de sécurité de la bouteille liquide. Ici on peut voir que aussi on a refait le joint du capteur de niveau bas de fluide frigorigène. Donc comme on peut le voir sur les photos, il faut intervenir sur la bouteille liquide. Donc le problème c'est que pour ouvrir la bouteille liquide, il faut obligatoirement qu'elle soit vide. Donc là on est sur une centrale froid, l'installation fait lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle a la bonne charge, elle est à peu près à 90 kg de fluide. Donc comment fait-on? Est-ce qu'il faut récupérer les 90 kg de fluide ou pas? Car il faut savoir que lorsque l'on fait la formation de monteur dépanneur frigoriste, on n'est pas préparé à intervenir sur ce genre d'installation, sur du gros. Donc j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc il y avait des fuites sur la centrale, au niveau des joints Briggs. Il y avait aussi des fuites au niveau des évaporateurs, comme on a pu le voir, bouchon de shredder mal serré, fuite sur shredder ou écrou de la ligne liquide détendeur mal serré. Et puis il y a une fuite beaucoup plus importante qui est l'écrou fondu sur un détendeur. Donc voici l'écrou du détendeur, on peut voir la fissure qui est sur tout le long. Donc c'est un écrou qui est en sortie détendeur, entre le détendeur et l'évaporateur. Donc là j'ai enlevé le morceau, on peut voir que la fissure se faisait sur les deux côtés. Donc voilà à quoi ça ressemble, un écrou fondu. Avec ce genre de fuite, il suffit juste de rentrer dans la chambre froide avec le détecteur pour l'entendre biper. Ce détendeur a été remplacé par un détendeur à braser.
Donc il a été brasé à l'argent, hein. On a mis du chiffon, c'est du soupelin mouillé sur le détendeur pour le protéger de la chaleur, hein. Le but, hein, comme vous le savez, hein, c'est lorsque vous brasez, c'est éviter de dépasser les 100 degrés pour pas faire exploser la tête thermostatique du bulbe, quoi, du détendeur je veux dire. Donc au niveau de l'intervention, comment ça s'est passé? Donc pour changer le détendeur, obligatoirement il faut qu'il n'y ait plus de fluide frigorigène dans l'évaporateur. Donc dans les chambres froides qui sont raccordées sur une centrale froide, en principe, hein, même si c'est obligatoire, hein, pour la maintenance, il y a au-dessus des chambres froides des vannes de service. Une vanne de service pour la ligne liquide, une vanne de service pour la ligne vapeur. Et au-dessus, il y a aussi l'électrovanne. Donc comme on peut voir cette photo, on voit l'électrovanne, on voit juste après un shredder et on voit la vanne de service d'isolement. Donc eh bien, pour tirer au vide l'évaporateur, on ferme cette vanne de service là. Donc après on ferme la vanne de service vapeur. Après on prend son flexible de mano, donc le jaune là, flexible de service, et on le branche sur le shredder de la ligne vapeur. Donc après si on est carré, ben, on prend la station de récupération et on récupère le reste de fluide qu'il y a dans l'évaporateur. Et voilà. Après on peut ouvrir, c'est-à-dire on peut enlever le détendeur et faire l'intervention. Et après, lorsque l'intervention est finie, eh bien il faut, alors soit on fait un petit test à l'azote, ou alors on tire au vide et on fait la recherche de fuite après. Pour faire le complément de charge, on utilise donc du fluide, et pour les centrales froides, souvent les gens qui interviennent sur ce type de machine n'ont pas de petites bouteilles, ils ont les grosses bouteilles, hein, ce qu'ils appellent les quilles. Il faut savoir que cette bouteille-là, avec le fluide, donc déjà rien que la bouteille vide, elle pèse je crois 25 kg, et avec le fluide, il y en a pour 70 kg. Donc le problème avec ces bouteilles-là, c'est comment les manipuler. Et comme on a pu le voir au niveau de la vidéo, hein, la centrale se trouve sur une terrasse. Non, la bouteille vide fait 29 kg. Donc vu le poids de la bouteille, hein, donc celle-là je l'ai pesée, elle faisait 70 kg sur la balance. Donc il est hors de question de la mener, à moins d'avoir une grue, de la traîner dans les escaliers pour monter jusqu'à la centrale. Donc même si on a un petit mont de charge, après souvent l'accès aux centrales, comme celle-là, il y a une petite échelle, bon, on n'y accède pas comme ça, quoi. Donc il y a deux solutions, soit il y a la solution, la bouteille reste en bas et on tire un flexible de 20 mètres. Bon, c'est pas une super solution je trouve. Et après il y a l'autre solution, donc c'est celle qu'on voit sur la photo. On amène la bouteille dans une chambre froide, où ici c'est un atelier réfrigéré. Donc il suffit de garer le camion au plus près et après la traîner au sol, ou alors avoir un petit câble pour la déplacer. Et après on se branche sur l'évaporateur. Donc là on voit les deux vannes d'isolement, donc c'est un évaporateur bien sûr en froid positif. On peut voir sur la photo, donc là où il y a le flexible, on voit une vanne d'isolement, un shredder, on voit une électrovanne. Donc le départ liquide qui va dans l'évaporateur, après on a le retour de l'évaporateur, on voit une vanne, donc une KVP, et une vanne d'isolement de l'aspiration. Donc l'intérêt de ça, c'est que je ferme ma vanne d'isolement liquide. Ici, je branche mon flexible donc sur le shredder. Et après, j'ouvre ma bouteille. Donc il faut savoir que comme l'endroit, l'atelier réfrigéré est en demande de froid, eh bien donc l'électrovanne reste ouverte, et comme les compresseurs tournent, eh bien l'aspiration, le fluide, va vers la centrale, remplit le circuit. Et une fois que l'opération est faite, eh bien il suffit de faire comme on fait d'habitude avec les autres machines. Alors la question est, d'ailleurs je me la suis posée lorsque le gars est intervenu, c'est comment fait-on pour intervenir sur une bouteille liquide sans récupérer toute la charge de l'installation frigorifique. Donc là, comme on peut le voir sur la photo, en haut à gauche de la bouteille, il y a une vanne d'isolement. Donc cette vanne, elle est en sortie du condenseur et elle rentre dans la bouteille. Après, on peut voir donc en bas, on sort de la bouteille, on a une autre vanne d'isolement, donc celle-là, elle reste ouverte, elle restera ouverte. On passe par le fil déshydrateur et on a le voyant liquide et on a une autre vanne d'isolement.
donc sortie fil déshydrateur qui va donc qui va vers les chambres froides. Sur cette photo, donc, on peut voir le petit tuyau en bas à gauche là. Donc ça c'est la ligne liquide, hein, le départ vers les chambres froides, vers les électrovannes. Après donc juste à droite on voit en bas à droite ce qui est bleu, donc c'est le filtre à l'aspiration et on voit donc un diamètre beaucoup plus gros. Et donc ça, on voit que sur cette ligne d'aspiration il y a une vanne d'isolement. Donc sur cette photo on voit les 3 compresseurs scroll et en haut on voit les vannes de service de ces compresseurs. Donc les vannes de service du refoulement compresseur. Sur cette photo on peut voir donc toujours le filtre à l'aspiration et sa vanne d'isolement, et on peut voir sur la droite une petite bouteille bleue, donc il ne faut pas la confondre avec une bouteille anti-cool liquide, hein. On peut voir que le tuyau de droite c'est le refoulement des 3 compresseurs, on passe dans cette petite bouteille bleue et après on sort pour aller dans le condenseur. Donc cette bouteille bleue c'est le séparateur d'huile, et derrière le séparateur d'huile on peut voir une petite bouteille noire, donc c'est le bouteillon, c'est là où est stockée l'huile. Et en sortie du séparateur d'huile, donc le tuyau qui monte vers le condenseur, eh bien il y a une vanne d'isolement. Donc comment est-ce que ça s'est passé lors de l'intervention? Donc l'idée est de fermer la vanne d'isolement qui est en haut de la bouteille liquide. Donc c'est la vanne qui est en sortie condenseur. L'objectif c'est de ramener le maximum de fluide dans le condenseur. Donc c'est-à-dire, comme on a pu le voir sur la photo du début ou dans la vidéo précédente, le condenseur est quand même assez balèze. Mais attention, c'est une manipulation qui est extrêmement dangereuse, parce que le collègue qui l'a fait, quand vous fermez cette vanne d'isolement là, donc la bouteille, obligatoirement le fluide ne va plus à la bouteille, et ce qui va se passer c'est qu'il n'y a plus vraiment de tampon quoi. Il n'y a plus de tampon, il n'y a plus de départ, donc le fluide va s'accumuler dans le condenseur, et au bout d'un certain temps, donc ça va très vite, la pression va monter en flèche. Donc là ce qui s'est passé c'est que le collègue il était un petit peu lent là pour pouvoir arrêter les compresseurs, et c'est le pressostat HP sécurité qui a arrêté la machine. Donc n'oubliez pas la vidéo froid 132, la destruction des pressostats HP suite à une erreur de manipulation d'un collègue. Donc là vous marquez sur le moteur de recherche YouTube froid 132. Donc lorsque le pressostat HP ne fait pas son travail, le compresseur lui va continuer à compresser, hein, c'est pas un souci. Par contre la tuyauterie va éclater. Donc c'est pour ça que c'est une manipulation extrêmement dangereuse, il faut vraiment être vif, il faut vraiment être dessus quoi. Donc une fois que le compresseur s'est arrêté en HP sécurité, ou alors lorsque vous l'avez arrêté volontairement, c'est-à-dire vers 23-24 bars, il faut couper l'alimentation du groupe froid, et il faut fermer les vannes d'isolement, c'est-à-dire les vannes de service des 3 compresseurs scroll, les vannes de refoulement qui sont en haut des compresseurs. Et dans ce cas-là, comme on va changer les joints, la pâte à joints qu'il y a sur le shredder de la ligne du refoulement compresseur, on ferme aussi la vanne de service qui est entre qui est sur la ligne de refoulement et le condenseur. Et fermer la vanne de service qui va du bouteillon au séparateur d'huile au cas où. Donc là on le voit, hein, donc à gauche le shredder. Donc là bien sûr la manipulation a déjà été faite, le joint a déjà été changé. Et à droite on voit une vanne de service avec un flexible qui va sur un pressostat. Voilà, une fois que tout ça a été fait, bien sûr, il reste encore du fluide dans la centrale, hein, au niveau du bouteillon et de la ligne liquide. Donc après, eh bien, il faut prendre une station de récupération, se brancher sur le fil déshydrateur par exemple, se brancher sur l'auto shredder là qu'il y a sur la ligne refoulement, et puis aspirer le reste du fluide et le mettre dans une bouteille de transfert. On peut avoir besoin de plusieurs bouteilles de transfert. Donc après, une fois que la centrale a été vidée, hein, par le biais de la bouteille de transfert, et bien après on peut ouvrir et faire l'intervention, remplacer les joints, etc. Donc une fois que l'intervention est finie, donc il ne faut pas oublier que les chambres froides, il y a de la marchandise à l'intérieur, et ce type d'intervention se fait bien sûr lorsque les chambres froides sont le moins sollicitées de la journée. Il faut attendre un certain temps que la pâte à joint, c'est-à-dire le téflon liquide, sèche. Après on va commencer à tirer au vide. Donc là c'est vraiment la partie difficile, hein. C'est-à-dire que faut attendre un petit peu vraiment que le téflon soit un peu rigide.
Et à partir de ce moment-là, donc on va vider la bouteille de transfert dans la centrale. Donc pour ça, on va utiliser la station de récupération, hein. Parce que bon, la centrale, pour vider la bouteille de transfert, on va pas la faire tirer au vide, hein. C'est trop risqué. Donc le plus simple, c'est de prendre la bouteille de transfert. Comme la station de récupération est branchée dessus, et bien brancher la station de récupération pour qu'elle vide la bouteille de transfert dans la centrale. Après, l'autre étape qui est vraiment très délicate, ça va être lors de l'ouverture des vannes d'isolement. Parce que l'objectif, c'est de ne pas les ouvrir comme un bourrin, hein, sous peine de faire exploser les compresseurs, avec un afflux massif de fluide. Donc ouvrir la vanne qu'il y a entre la sortie condenseur et l'entrée de la bouteille liquide, là, en haut à gauche. Donc il faut ouvrir la vanne de service qu'il y a sur le refoulement des compresseurs, c'est-à-dire c'est là qui isole les 3 compresseurs avec le condenseur. Ne pas oublier de réouvrir la vanne de service qui est au niveau du bouteillon d'huile. Donc de souvenir, la vanne d'isolement au niveau de l'aspiration de la centrale n'a jamais été fermée. Il faut ouvrir les vannes de service au niveau des 3 scrolls, donc les vannes de service de refoulement des compresseurs. Surtout pas les oublier, hein, parce que sinon la mise en marche du scroll, il risque d'avoir un gros souci. Par contre, après, c'est la vanne d'isolement départ liquide, donc en sortie du fil déshydrateur, qui elle est ouverte très progressivement. Et après, il faut mettre en marche un compresseur, hein. Ça sert à rien de mettre en marche les 3 parce que les chambres froides sont aux demandes au taquet. Donc voilà, on ouvre la vanne départ liquide progressivement. D'ailleurs, ça fait un bruit, hein, un bruit de sifflement, hein, le fluide qui passe à l'intérieur. On démarre un compresseur et après on attend, on y va gentiment jusqu'à temps que la vanne soit ouverte à fond. Et après, on peut allumer les 2 autres compresseurs. Et comme les chambres froides sont en demande, et bien les 3 compresseurs tournent. Donc pour conclure, il y a un truc qui m'avait quand même interpellé sur cette intervention, c'est que le gars amène le fluide donc au taquet dans le condenseur. Donc on apprend lorsqu'on est en formation, lorsqu'on récupère une charge, par exemple dans une bouteille de transfert, il y a une règle absolue, c'est de ne pas dépasser les 80% de remplissage de la bouteille. Donc on laisse 20% pour la dilatation du fluide, parce que sinon, si la bouteille monte en température, la bouteille peut éclater. Donc dans les bouteilles de fluide, on peut le voir à l'arrière qu'il y a une petite soupape, un petit opercule qui s'ouvre au-delà d'une certaine pression pour pas que justement que la bouteille éclate. Voilà, donc là c'est vraiment une intervention qui se fait par temps gris ou alors le soir, c'est-à-dire que lorsque le soleil décline, quoi. Parce que si vous faites ça, par exemple si vous faites l'intervention un matin, si le soleil se lève et chauffe le condenseur, et bien, si le condenseur est plein, il est probable que la pression monte, et comme il n'y a pas de soupape de sécurité sur le condenseur, car la soupape de sécurité se trouve sur la bouteille liquide, et ben il se peut que le condenseur, une brasure éclate, quoi qu'il y ait un incident. Donc moi je l'ai vu, hein, nous qu'on l'a fait, bon le gars avait l'habitude de le faire, c'est l'impression qu'il m'avait donné, on l'a fait par temps gris sous la pluie. C'est clair que l'été, le faire par exemple à 11 h, c'est un peu suicidaire. Bon après je sais pas jusqu'à combien on peut monter sur un condenseur avant qu'il éclate, hein, j'en ai aucune idée. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience.